As-tu déjà senti cette paix étrange qui tombe lorsque le monde se tait, une paix que d'autres appellent l'isolement, mais que ton esprit nomme retour? Pour certains, la vie sociale ressemble à une lumière trop blanche. Elle éblouit plus qu'elle n'éclaire. Elle exige des rôles, des sourires, des phrases qui ne disent rien. Alors ils reculent d'un pas, puis de deux, non par mépris, mais par hygiène de l'âme. Dans ce retrait, quelque chose s'aligne. Les pensées cessent de se cogner, les désirs se déposent, et la vérité nue, parfois dure, devient respirable. La solitude n'est pas une absence. C'est une pièce bien rangée où l'on retrouve ce qu'on croyait perdu. Ceux qui choisissent ce seuil ne disparaissent pas. Ils réapparaissent entiers. Et ce choix a un prix que le bavardage du monde tente de couvrir. Parlons Ken. D'où vient ce bruit qui épuise les esprits éveillés? Le bruit ne vient pas seulement des villes, il habite les têtes. C'est un grésillement continu fait de notifications, de comparaisons, de conversations où chacun parle pour ne pas s'entendre penser. La société exige des visages interchangeables, des opinions prêtes-porteurs, des enthousiasmes instantanés. On y respire à contre-rythme, rapiéçant son attention comme on recoue un vêtement trop usé. Pour l'esprit éveillé, cette lumière sociale éblouit plus qu'elle n'éclaire. Elle impose des décors, des applaudissements automatiques, des obligations qui se présentent comme des liens, mais ne sont que dettes de présence. Schopenhauer l'avait vu, là où l'on confond mouvement et sens, la foule devient une mer courte qui brise le navire au lieu de le porter. À force de devoir se synchroniser avec le vacarme, l'âme se dilue. À force de répondre, elle ne répond plus de soi. Tu parles plus vite que tu ne penses, tu promets avant de sentir, tu te racontes dans une langue qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas de l'hostilité, c'est une incompatibilité de cadence. La profondeur demande un tempo long, la vie sociale réclame le direct. Et les masques, même légers, finissent par peser. On s'y plie par politesse, puis par habitude, puis par oubli, jusqu'au jour où l'on se surprend à défendre des choses qui ne nous traversent plus. L'ennui, alors, n'est pas paresse. C'est l'alarme d'un esprit qui refuse d'être domestiqué par la chorégraphie de l'approbation. L'épuisement ne vient pas de la pensée, mais du théâtre qui l'empêche. On quitte une soirée plus fragmentée qu'en y entrant. On tient l'instant au lieu de l'habiter. Ce que le monde nomme sociabilité ressemble parfois à une fuite organisée de nous-mêmes. C'est pourquoi certains se retirent, non pour condamner le monde, mais pour sauver en eux un lieu qui ne supporte pas la son et pour retrouver la continuité d'un souffle. Là commence la solitude comme retour à soi. Se retirer, ce n'est pas disparaître, c'est déposer le costume. En société, nous apprenons tôt à ajuster la voix, la posture, l'enthousiasme, à répondre non pas depuis le cœur, mais depuis un répertoire de gestes qui garantit l'acceptation. La solitude, elle, ôte le souffleur de coulisses. Elle ferme le rideau et laisse le plateau nu. Plus d'audience à satisfaire, plus de miroir social à polir, seulement le timbre exact de ta pensée quand elle n'a plus besoin d'être traduite. C'est d'abord déroutant, le silence ne flatte pas, puis c'est une délivrance. Tu cesses d'être fragmenté par des attentes contradictoires et tu redeviens une seule phrase intérieure, lisible de bout en bout. Dans cette pièce calme, l'attention reprend son rythme naturel. Les idées ne sont plus interrompues en plein vol. Elles se posent et mûrissent. On redécouvre des gestes élémentaires, marcher, lire, écrire non comme des passe-temps, mais comme des rituels d'unification. La solitude n'est pas retrait du monde, elle est retour de toi. Tu reviens habiter tes frontières, nommer tes besoins sans les marchandiser, écouter tes peurs sans les maquiller. Ce que la scène sociale te demandait de sacrifier la continuité, la nuance, la lenteur redevient le sol ferme sur lequel tu penses et crées. Schopenhauer l'avait pressenti. La paix n'est pas la récompense d'un effort extérieur, mais la conséquence d'une démobilisation du faux. Il ne s'agit pas de se faire ermite par dégoût des autres, mais de choisir une hygiène de présence. Refuser de jouer lorsque le jeu te mutile. Préférer une conversation rare et vraie à 10 échanges aimables mais dissolvants. La solitude devient alors une discipline douce. Garder sa parole avec soi, ne pas se trahir pour appartenir, accepter d'être mal compris pour rester intègre. Tu découvres qu'un non clair vaut mieux qu'un oui qui te coûte, qu'un après-midi de silence te rend à toi plus sûrement que 100 mains serrées. Et, paradoxalement, c'est de cet ancrage que naît la capacité de revenir au monde sans s'y perdre, non plus pour y chercher un reflet, mais pour y déposer une forme. À partir de là,
Une tension se révèle avec d'autant plus d'honnêteté. Plus tu deviens entier, plus la superficialité ambiante t'écorche. Non par orgueil, mais par incompatibilité de densité. C'est cette incompatibilité silencieuse qui, bientôt, rendra le superficiel non pas irritant, mais tout simplement insoutenable. Plus tu redeviens entier, plus certaines conversations sonnent comme de la monnaie creuse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une incompatibilité de densité. La légèreté sociale réclame un tempo court, des éclats rapides, des opinions prêtes à porter. Or ta pensée, désormais, respire en mesure longue. Elle a besoin d'air, de silence, d'intervalles où l'on ne s'arrache pas mutuellement l'attention comme on se dispute un morceau de pain. Alors, la plaisanterie qui évite la question, l'anecdote qui masque la peur, l'indignation qui remplace l'analyse deviennent non pas agaçantes, mais irrespirables. On t'invite à flotter, tu portes du poids. On te tend des surfaces, tu cherches des fonds. La superficialité n'est pas seulement le contenu mince, c'est la posture qui refuse le coup de la vérité. On préfère la connivence au clair, le réflexe à l'examen, le slogan à la nuance. Ce théâtre rend la présence bon marché et la parole dangereuse. Plus elle est précise, plus elle dérange le balai. Tu le sens dans les micro-gestes regards qui fuient, rire de sauvetage, changement de sujet comme des portes claquées. Non, tu ne te crois pas au-dessus. Tu t'aperçois seulement que jouer au plus léger exige de te désosser un peu à chaque réplique. Schopenhauer l'avait nommé sans phare. Beaucoup de liens sociaux organisent la fuite de soi. On s'y tient à flot grâce à une mousse de mots, comme si la profondeur allait nous engloutir. Mais quand tu as expérimenté ce que la solitude révèle, la continuité, l'unité, la clarté revenir à ce moussage perpétuel brûle la peau. Le malaise n'est pas misanthrope, il est hygiénique. Tu refuses d'empoisonner cette pièce intérieure patiemment rangée par un bruit qui ne cherche pas à comprendre, seulement à occuper. Alors tu simplifies. Moins d'événements, plus de rencontres. Moins de réactions, plus d'écoute. Tu choisis les lieux où le silence a droit de citer, où une phrase peut tomber sans qu'on la rattrape avec des coussins de nervosité. Et là se produit le basculement. Ce n'est pas le monde que tu condamnes, c'est ton axe que tu protèges. La superficialité devient insoutenable parce qu'elle exige ta fragmentation. Or, tu viens de recoller les morceaux. De cette incompatibilité naît une conséquence inévitable. Si la foule ne peut pas porter ta densité, il te faut un autre sol. C'est précisément ce qu'offre la solitude lorsqu'elle cesse d'être fuite et devient révélation intérieure, ce que nous allons maintenant ouvrir. À partir de cette incompatibilité, quelque chose cède en toi non pas par rupture, mais par décantation. La solitude devient un alambic, elle retire l'alcool fort des rôles et ne garde que l'essence. Sans public, le besoin d'être aimable tombe. Sans chorégraphie, tes gestes retrouvent leur poids spécifique. D'abord, c'est une gêne. La pièce est trop silencieuse, et ce silence te renvoie une image sans retouche. Puis, à mesure que tu restes, l'œil s'ajuste. Ce que tu prenais pour du vide se révèle être un espace habitable. Tu entends la voix qui parle quand personne n'écoute, la phrase que tu as toujours éludée, le désir qu'aucune approbation ne parvient à remplacer. La solitude ne t'explique rien, elle t'expose. Elle met à nu les transactions souterraines. Là où tu donnais pour acheter la paix, là où tu plaisais par peur de manquer, là où tu te défendais pour ne pas être vu. Elle nomme les loyautés anciennes à l'ego, à la peur, à l'image, et te propose une trahison salutaire, cesser de te trahir. Schopenhauer l'avait pressenti. Tant que le bruit tient lieu d'anesthésie, l'esprit reste captif de la volonté aveugle. Dès que le calme s'installe, la volonté perd son empire, et une clarté rude apparaît. Tu constates ce que coûte chaque oui, ce que brise chaque non tenu. Tu mesures la part de toi que la sociabilité grignote sans même s'en vanter. Viennent alors les rituels d'unification. Marcher sans destination pour que la pensée se mette à la verticale. Lire non pour accumuler, mais pour accorder l'oreille. Écrire pour clarifier la densité de ta voix. Le temps change de texture. Il ne se remplit plus, il se compose. L'ennui qui te terrifiait devient un instrument de réglage fin. Il indique les zones mortes, les habitudes qui ne nourrissent plus, les attaches qui t'empêchent de croître. Tu cesses de vouloir tout comprendre. Tu préfères comprendre juste. Tu cesses de répondre à toute sollicitation. Tu apprends à tenir ta présence comme on tient un feu. La solitude ne t'oppose pas au monde. Elle te restitue au monde dans un format tenable.
Elle forge le discernement, ce à quoi tu dis oui, à quelles conditions, à quel rythme. Elle redéfinit la générosité, donner sans se dénuder. Elle réconcilie force et douceur, poser des frontières nettes pour protéger une tendresse vivable. Et puisqu'elle te rend entier, elle rend le superflu coûteux. Tu n'as plus besoin d'être partout, tu choisis où tu pèses. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu laisses la cohérence rayonner. Cette révélation n'est pas confortable, elle est conclusive. Elle clôt le règne de la dispersion et ouvre celui de la présence. À partir d'ici, l'art, la pensée, la création cessent d'être des embellissements. Ils deviennent des refuges vitaux où cette unité se respire, se travaille, se transmet. C'est le prochain seuil, car ce que tu as retrouvé en toi a besoin d'une langue pour ne pas se reperdre. Et cette langue, ce sont précisément les formes qui te permettent de demeurer entier au milieu du monde. Lorsque la solitude a décanté ton bruit intérieur, il lui faut un bassin pour recueillir cette eau claire. Ce bassin, ce sont les formes. Écrire une phrase exacte, tracer une ligne juste, laisser une mélodie tenir ce que les mots disloquent. L'art, la pensée, la création ne servent pas à meubler le temps, elles sauvent le temps de l'errance. Schopenhauer l'avait compris. Il existe des instants où l'on échappe à la tyrannie du vouloir, le désir qui tire, l'ego qui réclame par une suspension pure. Devant une page, un motif, une idée, quelque chose en toi cesse de marchander. La conscience se pose, l'âme respire, le réel redevient habitable. Créer n'est pas exhiber son intériorité, c'est ordonner son intériorité pour qu'elle ne t'engloutisse pas. La phrase rigoureuse, le trait patient, la cadence tenue imposent au chaos une forme respirable. C'est une hygiène plus qu'un spectacle. On ne joue pas du piano pour être vu. On joue pour aligner les doigts, la tête, la poitrine, pour obtenir ce phénomène discret, le silence tenu à l'intérieur de la musique. Penser n'est pas empiler des opinions. C'est aiguiser l'outil qui te permettra de trancher les confusions qui te dévorent. Lire n'est pas consommer des livres. C'est adopter une cadence qui rend supportable la densité de vivre. Ces refuges ne te séparent pas du monde, ils te restaurent assez pour y revenir sans te briser. Ils redéfinissent la fête, non plus la dispersion saturée, mais la présence pleine. Ils redéfinissent la réussite, non plus l'adhésion extérieure, mais la cohérence interne. Ils redéfinissent la force, non plus tenir contre, mais tenir juste. Et peu à peu, tu t'aperçois que cette retraite produit l'inverse d'un repli, elle ouvre en toi une capacité d'offrande. Ce que tu écris, composes, penses, n'appelle pas l'applaudissement. Cela propose un abri à ceux que le bruit use de la même fatigue. Pourtant, ce choix a un coût social. On te voudrait disponible, tu cultives la rareté. On exige l'immédiat, tu choisis la lenteur. On te dira absent. Tu nommeras cela fidélité à ce qui te tient debout. C'est ici que la confusion doit être dissipée. La solitude créatrice n'est pas de l'isolement, c'est une résistance subtile au nivellement. Le prochain pas consiste à clarifier cette nuance et à assumer calmement la politique intime d'un retrait aligné. Ne confondons pas, l'isolement est une fracture, la solitude est une orientation. L'un assèche, l'autre irrigue. L'isolement se replie par peur du monde, la solitude se retire pour mieux y revenir, tenue, claire, disponible à l'essentiel. C'est une hygiène de présence. Choisir des espaces où ton attention n'est plus ponctionnée à la minute, où le silence a droit de citer, où ta parole n'a pas à se traduire en slogan. Schopenhauer l'avait compris. La dignité de l'esprit commence lorsqu'on cesse de se diluer dans la comédie sociale. Résister ici n'a rien du fracas, c'est une sobriété active. Tu ne combats pas la marée, tu dessines des rives. Cette résistance se pratique dans des gestes simples et tenaces, garder du temps inviolable, refuser les obligations qui ne sont que dettes de présence, dire des oui qui n'exigent pas de trahir un non plus profond. Tu ne fuis pas les autres, tu cesses seulement d'offrir ta clarté au marché de l'instant. Tu remplaces la disponibilité réflexe par une rareté choisie, non pour te rendre précieux, mais pour préserver la qualité du courant. Là où l'on te réclame l'immédiat, tu proposes la mesure. Là où l'on t'invite au vacarme, tu apportes une densité qui ne se crie pas. Ce n'est pas un mépris, c'est un cadre. La solitude ainsi entendue n'est pas une punition que tu t'infliges, c'est une fidélité que tu te dois. Elle te rend au monde non comme à une scène où il faudrait briller, mais comme à un atelier où tu fais œuvre. Penser juste, sentir vrai, agir net, tu ne surenchéris plus,
tu soustrais. Tu n'expliques plus ce qui t'aimante, tu l'habites. Et, paradoxe fécond, plus tu assumes ce retrait aligné, plus ta présence pèse quand tu te montres. On cesse de te confondre avec la foule des urgences. On apprend tes horaires, tes rives, ton tempo. Ta proximité redevient un privilège qui engage, et non une ressource gratuite qu'on épuise. Évidemment, ce choix déroute. On t'accusera d'être froid, tu parleras de cohérence, on te dira absent, tu répondras intègre. C'est le prix discret de toute résistance pacifique, préférer la clarté à la connivence, l'axe à l'applaudissement, l'âpreté du vrai au confort du jeu. Mais ce prix libère, il te protège des mimétismes qui te volaient ta voix, il rend tes liens moins nombreux et plus habitables, il transforme la sociabilité en rencontre et non en entretien d'une façade. Reste que cette souveraineté a sa morsure, car voir ainsi, tenir ainsi, coûte, tu ne peux plus ignorer ce que la foule maquille, ni feindre d'oublier ce que le silence t'a montré. La lucidité qui naît de cette solitude n'offre pas que des apaisements. Elle ouvre aussi une blessure propre, une exigence qui brise certaines appartenances. C'est le prochain seuil, l'éveil douloureux de celui qui refuse désormais de se perdre dans le bruit et qui accepte d'en payer la clarté. Voir, vraiment voir, n'est pas un confort, c'est une coupure nette. La lumière qui t'a délivré du vacarme a aussi brûlé ce qui te tenait chaud, la connivence, l'illusion partagée, l'ivresse de faire comme tout le monde. Une fois les voiles tombés, tu ne peux plus retourner sur scène en feignant d'ignorer les ficelles. Les éclats d'esprit te paraissent mécaniques, les indignations chorégraphiées, les embrassades tarifées par la monnaie de l'approbation. Ce n'est pas la misanthropie qui te gagne, c'est une allergie au faux. Et cette allergie a ses symptômes, une solitude plus fréquente, des liens plus rares, une tristesse propre non pas amère, mais lucide pour ce que tu ne peux plus avaler. Schopenhauer l'avait nommé à la racine. La volonté aveugle pousse, réclame, s'agite. La lucidité, elle, retire. Tu renonces à des appartenances qui te coûtaient l'âme. Tu payes le prix d'un non qui rompt des habitudes. Tu pleures parfois la chaleur perdue des malentendus. C'est une griffe sans scandale, un deuil de l'illusion. Tu découvres que certaines tendresses étaient des anesthésies, certains enthousiasmes des refuges contre la pensée, certaines fidélités des dettes contractées par peur du vide. Alors tu choisis le vide un moment, non par goût du néant, mais pour que quelque chose de vrai s'y dépose. Cette clarté blesse comme une cicatrice propre. Elle fait mal, mais elle guérit. Tu acceptes d'être mal lu plutôt que de te relire au goût du marché. Tu assumes la raréfaction, moins d'écho, plus de justesse. Tu transformes la nostalgie en discipline. Lever tôt, marcher, lire lentement, écrire ce qui tient, parler seulement quand la parole porte. Tu abandonnes l'idée de convaincre. Tu préfères tenir ton axe. Et peu à peu, la douleur change de timbre. Elle devient une force froide, une stabilité qui ne demande plus à l'extérieur de confirmer son centre. Ce passage n'est pas un sommet, c'est un seuil. Tu comprends que ta solitude n'est ni punition, ni abri définitif, mais souveraineté en chantier. La paix n'est pas donnée, elle s'organise. Il reste à décider ce que tu feras de cette clarté. Comment tu reviendras au monde sans t'y dissoudre, quelle rive tu garderas pour que ta présence demeure tenable. C'est l'objet du dernier mouvement, non plus se justifier d'être seul, mais concevoir le jeu à partir de cette lumière et s'y tenir. Au bout de ce chemin, une évidence demeure. La solitude n'est pas une retraite honteuse, c'est une souveraineté qui s'organise. Tu n'opposes plus le silence au monde, tu en fais le cadre d'où ta parole part droite sans s'excuser. Tu ne renonces pas aux liens, tu renonces à ceux qui te fragmentent. Tu ne cherches plus à être partout, tu choisis où tu pèses. Et lorsque tu reviens, ce n'est plus pour mendier une place dans le vacarme, mais pour déposer une forme, une présence tenue, des frontières nettes, une clarté qui ne se négocie pas. Schopenhauer l'avait pressenti. La paix n'est pas un but mondain, c'est une hygiène de l'âme. Elle te rend entier, elle rend le superflu coûteux, elle rend le vrai possible. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu vivais en secret, écris en commentaire la phrase qui t'a servi de miroir. Dis c'est moi, où tu choisis désormais de soustraire plutôt que de te trahir. Partage cette vidéo à celui ou celle qui confondent encore agitation et vie. Abonne-toi si tu veux d'autres analyses sobres, d'autres outils pour tenir ton axe au milieu du bruit. Active la cloche pour ne rien manquer. Ici, on ne vend pas des recettes, on bâtit des rives. Et si un doute revient, rappelle-toi, tu n'as rien à prouver,
seulement un territoire intérieur à garder. Le reste, le respect, la justesse des liens, la force tranquille suivra la topographie que tu traces en silence. Maintenant, avance. Reviens au monde sans t'y dissoudre. C'est là que commence la vraie liberté.